Comment rendre autonomes ses enfants? Une question que tous les parents se posent. Alors je vais essayer d'y répondre ici pour savoir comment rendre ses enfants plus autonomes dans les apprentissages, donc à l'école et en l'occurrence dans le numérique, comment leur permettre de développer une certaine autonomie pour mieux apprendre à coder, mieux apprendre les nouvelles technologies et en général mieux apprendre. Alors, l'autonomie, déjà, ça commence par un constat. À quel enfant on a affaire? Dans mon expérience de coach scolaire, où j'ai pu rencontrer toute une panoplie de profils d'enfants, durant des années, de mes 20 ans jusqu'à mes 35 ans, des centaines d'enfants, j'ai constaté deux choses, deux profils différents. Il y a les enfants qui sont dépendants, ceux qui ne peuvent rien faire tout seuls. Ils ont besoin de l'assistance des parents, et quand les parents ne peuvent pas répondre à ces besoins-là, ils vont faire appel à un professeur particulier. Et on a les enfants un peu plus motivés, les enfants qui veulent faire tout seuls, les enfants qui vont avoir une certaine prise d'initiative, mais qui ne vont pas y arriver, qui ne vont pas avoir de résultats, qui vont manquer de méthodologie. Bref, ils ont un petit peu plus de motivation que les autres, mais finalement, le résultat n'y est pas. Alors en fait, dans les deux cas, pour arriver à être autonome, il faut franchir des étapes. Et du point de vue des parents, la première chose à savoir, c'est que, au lieu de se poser la question « comment ça se fait que quand il rentre de l'école, il ne se met pas tout seul comme ça à faire ses devoirs ? Comment ça se fait qu'il n'y arrive pas? Comment ça se fait que tout seul, il ne se met pas à ranger sa chambre ?» Eh bien, la première chose dont il faut prendre conscience, c'est que être autonome, c'est travailler sur soi et c'est passer par un certain nombre d'étapes. Et là, je vous renvoie aux travaux de Paul Cortès, que vous pouvez voir ici, où on voit ici l'escalier de l'apprentissage. On voit un enfant ici qui dit « je ne réussis pas ». Et vous voyez tout en haut de l'escalier, avant d'y arriver, avant d'être autonome, eh bien, il faut passer par différents états. Il y a différentes étapes pour aller vers l'autonomie. Il faut déjà réussir avec de l'aide. Ensuite, il faut commencer à réussir, on va dire, presque tout seul, avant d'y arriver tout seul et donc avant d'être autonome. Et donc, prendre conscience de ça, c'est déjà une première étape. Mais avant de commencer à donner des conseils, on va définir ce qu'est l'autonomie. Alors l'autonomie, c'est quoi? Lorsqu'on parle d'autonomie pour une personne ou pour un enfant, c'est lorsqu'une personne arrive à agir, lorsqu'elle va réussir en se basant sur ses propres règles et sur ses propres lois. Sans continuer sur la définition de l'autonomie ou sur l'étymologie de ce mot, déjà lorsqu'on a cette définition, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne, l'individu, l'enfant en l'occurrence, va agir en fonction de ses propres lois. Et ces lois-là, c'est pas les vôtres, c'est pas celles des parents. C'est-à-dire que le parent doit aussi comprendre comment fonctionne l'enfant, et en général, on se retrouve souvent dans des schémas où les parents vont vouloir en fait des réussites qui sont à leur image. Et c'est là où on commet une première erreur. Donc, l'autonomie, c'est agir suivant ses propres lois, suivant ses propres règles, et finalement, ça nous oblige, nous parents, à comprendre les enfants, comprendre comment ils fonctionnent. On peut citer en fait d'autres systèmes de lecture du fonctionnement des enfants. Ça me fait penser aux intelligences multiples. C'est pas très présent en fait dans la scolarité. On sait qu'un enfant qui réussit ne va pas forcément que réussir dans les mathématiques ou dans le français. Lorsqu'on regarde les intelligences multiples, il y en a 9. On voit que les enfants peuvent avoir une intelligence dans la communication, une intelligence artistique, une intelligence dans la musique, une intelligence effectivement dans les mathématiques, dans le dénombrement ou dans l'expression orale, etc. Et à partir du moment où on se fixe un référentiel qui est le référentiel de l'école, où on se fixe un référentiel qui est son propre référentiel, on oublie l'identité de l'enfant. Et si en plus on oublie qu'il y a tout un cheminement et un certain nombre d'étapes pour aller vers l'autonomie, forcément on fonce dans le mur et on s'y prend mal avec son enfant. Donc le premier conseil, c'est comprendre qu'il y a des étapes. Ce qui nous ramène au deuxième conseil. À partir du moment où on a compris qu'il fallait des étapes, eh bien en fait, pour aller d'étape en étape, il nous faut un plan. Autrement dit, il nous faut un objectif. L'objectif, il doit être clair dans votre tête. Rendre autonome un enfant, c'est un projet de vie, c'est tout un processus. L'enfant, lorsqu'il va grandir, il va acquérir de l'autonomie. Donc,
Lorsque vous vous posez la question pourquoi l'enfant n'est pas autonome, il ne faut pas se focaliser sur l'autonomie en tant que telle, mais il faut se fixer un objectif clair, qui est le rendre autonome pour qu'il fasse ses devoirs lorsqu'il rentre à la maison. C'est le rendre autonome pour qu'il fasse sa chambre. Et vis-à-vis de cet objectif qui va être clairement défini, vous allez justement, ici, mettre en place votre plan vis-à-vis des étapes qu'on a vues sur l'escalier de l'apprentissage, par exemple. Donc le deuxième conseil, c'est d'avoir un plan. Alors avant de passer au troisième conseil, on fait des actions tout le temps avec nos enfants pour les rendre autonomes. Lorsque on laisse nos enfants payer à la caisse, lorsqu'on les envoie acheter du pain à la boulangerie, lorsque on les aide à faire leurs lacets, lorsque on va, justement dans le cas de la chambre, on va leur demander de commencer à faire la chambre eux-mêmes ou de commencer à ranger. Donc vous mettez déjà en place des actions. Sans vous rendre compte, vous avez des plans qui répondent à des problématiques précises. Simplement qu'ici on les formalise pour que vous puissiez y voir plus clair, vis-à-vis notamment d'objectifs clairs comme mieux performer à l'école ou rendre autonome l'enfant dans ses apprentissages. Alors le troisième conseil, une fois que vous avez identifié justement votre objectif et que vous allez travailler avec un plan, c'est que tout simplement, vous allez donner aux enfants les moyens de pouvoir travailler. Donc vous allez lui fournir des outils, vous allez lui fournir du matériel. Je vais donner un exemple concret. Par exemple, si vous voulez rendre autonome votre enfant pour qu'il range sa chambre tout seul, il n'a pas de quoi ranger. Fournir du matériel, fournir des outils, c'est commencer à acheter des caisses de rangement pour que lui, il puisse méthodiquement ranger sa chambre. Donc si on transpose ça dans l'école, si on transpose ça dans l'apprentissage d'une connaissance ou d'un domaine de connaissance, eh bien, par exemple en mathématiques, si vous voulez que votre enfant arrive tout seul, sans votre aide, à préparer son contrôle de maths, ça va être lui donner les moyens. Lui donner les moyens, c'est quoi? C'est lui acheter les bons bouquins, c'est acheter un bon abonnement sur une plateforme, c'est le mettre en relation avec un professeur particulier pour qu'il fasse telle ou telle étape. Donc telle ou telle étape par rapport à l'escalier de l'apprentissage, ça serait avoir une aide d'une personne tierce, par exemple. À partir du moment où il faudra réviser, il faudra évidemment du matériel. Bon, ça, normalement, évidemment, les enfants sont équipés, puisque dans leur trousse, ils vont retrouver tout le matériel dont ils ont besoin pour faire des mathématiques, pour faire de la géométrie, par exemple. On a besoin de matériel, donc ça, c'est évident. Mais c'est en fait tous les matériaux et les outils dont ils vont avoir besoin pour progresser, pas pour simplement faire des maths, puisque lorsqu'ils sont dépendants de vous, ils peuvent, ici en l'occurrence, travailler telle ou telle matière, tel ou tel apprentissage, sauf qu'ils sont justement dépendants de vous. Donc maintenant, le quatrième conseil, qu'est-ce que ça va être? Ça va être de commencer à suivre et à négocier. À négocier quoi? À négocier ce qu'il peut faire tout seul et ce qu'il peut faire avec vous. Là, actuellement, vous avez visualisé votre objectif, vous avez certainement défini un certain nombre d'étapes. Dans ces étapes-là, vous avez votre enfant qui ne va pas être autonome sur chacune des étapes, par exemple faire en étant aidé, faire presque tout seul, etc. Et donc vous allez être présent dans certaines étapes. À partir du moment où vous avez mis en place tout ça, vous avez votre enfant qui va pouvoir avoir plus de prise d'initiative parce que vous avez défini avec lui que pour préparer un contrôle, tu vas toi commencer par préparer tes affaires sur la table, ensuite tu vas commencer tout seul, donc ça c'est l'étape 1. Ensuite, si tu as besoin de moi, tu vas m'appeler, je vais venir pour un point qui est défini, ensuite tu vas continuer tout seul, etc. Vous êtes dans votre plan. Donc ici, le but du jeu, ça va être de déléguer à l'enfant ce que vous avez convenu de faire ensemble. Donc vous allez essayer d'augmenter petit à petit sa contribution et réduire la vôtre. Mais vous partez d'une configuration où vous participez. Cette configuration-là, il faut la laisser perdurer, il faut la laisser se construire, et cette phase de négociation, si vous voulez, elle se met en place au fur et à mesure. Il faut observer, c'est pour ça que dans ce conseil-là, il y a à suivre, il faut observer comment l'enfant va s'approprier en fait les contenus, va s'approprier de la confiance, comment il va capitaliser à travers ce qu'il a réussi à faire tout seul. À partir du moment où vous allez réussir à le faire travailler tout seul, il va gagner en confiance, il va être content, les résultats vont se voir, et d'ailleurs on va parler des résultats.
Et donc, en partant de tout ça, en suivant tout ça, il faut négocier avec l'enfant pour qu'il puisse lui-même faire de plus en plus. Alors voilà, ça commence à se mettre en place et mon conseil suivant, ça va être d'accepter les erreurs. Là, le piège, c'est de fixer un référentiel et de s'attacher à son référentiel. Il ne va pas y avoir de mauvaises notes ou de très bonnes notes. Il va y avoir en fait des notes qui sont relatives aux efforts de l'enfant. Si votre enfant, en faisant des efforts, il arrive à avoir des 5, des 6 et des 7, ben, arriver à décrocher un 9, c'est un bon résultat. 9, évidemment, c'est en dessous de 10, c'est en dessous de la moyenne. Donc on peut comprendre que ça peut être un mauvais résultat, mais il faudra surtout accepter les erreurs, relativiser et se caler sur le référentiel de l'enfant et non pas sur son référentiel. Donc cette posture, elle est très importante. La posture de l'erreur, c'est aussi dire que l'erreur nous permet de savoir où est-ce qu'on pêche et donc de déceler, d'identifier les points d'amélioration. Et ensuite, le sujet de l'erreur est un sujet qu'il faut observer avec rigueur parce qu'en fonction des erreurs, on peut aussi aider l'enfant à mieux comprendre son potentiel. Un enfant qui fait des erreurs d'inattention et un enfant qui fait des erreurs de compréhension du cours, dû à un manque d'acquisition des connaissances, c'est pas la même chose. Et donc on peut aider l'enfant de différentes manières en fonction de ses erreurs. Et donc à partir du moment où vous êtes dans cette lecture de l'erreur, où vous êtes dans cette analyse de l'erreur, vous allez aussi développer en fait un rapport avec l'enfant qui est différent. Parce qu'il va sentir que vous êtes en support avec lui et ça va engager ce cercle vertueux où il ne va pas se sentir à chaque fois oppressé, où il peut avoir peur, hein, ça peut même arriver au collège, d'apporter des mauvaises notes. Donc le fait d'utiliser l'erreur, non pas comme un problème, mais comme un allié, va vous aider à conserver ce cercle vertueux en route vers l'autonomie. Le conseil suivant, c'est de travailler sa posture. Alors au fil de cette aventure, vous n'avez sans doute pas encore acquis la posture idéale, et donc vous devez aussi la travailler. Lorsque vous acceptez l'erreur, vous êtes déjà dans une posture. Alors là, le but du jeu, même si ce n'est pas tout à fait un jeu, c'est de se concentrer sur sa posture pour rester calme et ne pas rentrer dans des phases d'agacement, voire même de cri avec l'enfant. Donc ça peut être contre-productif. Je vous donne un exemple vraiment très concret. Lorsque je suis coach et que j'interviens dans une famille, si l'enfant ne travaille pas, en aucun cas, évidemment, je peux montrer de l'agacement ou voire même crier sur un enfant, chose qu'on pourrait faire avec son enfant. On peut montrer de l'insatisfaction lorsqu'un enfant ramène une mauvaise note. Évidemment qu'on peut crier, ça nous est tous arrivé. Expliquer à l'enfant que c'est pas du tout convenable de ramener une mauvaise note, mais c'est des choses que vous feriez jamais si l'enfant du voisin venait toquer à votre porte et vous demander de vous aider en français ou en mathématiques. Et donc cette posture-là, vous devez avoir la même posture avec votre enfant. Et travailler cette posture-là, c'est même une des clés fondamentales pour faciliter et accélérer la route vers l'autonomie de l'enfant. À partir du moment où vous êtes évidemment calme, posé, vous êtes plus dans le conseil et le support à l'enfant, l'enfant va être plus productif avec vous. Et la deuxième chose pour aller plus loin, prendre une posture détachée. Détachée, ça veut dire quoi? Détachée, c'est leur faire ressentir qu'ils sont maîtres de leurs résultats. Et c'est les efforts qu'ils vont engager pour préparer tel ou tel contrôle, tel ou tel apprentissage, qui vont payer. Être détaché, c'est tu fais pas, c'est ton problème. Ce qui veut dire que moi, je suis là pour t'aider, je fais le maximum pour t'aider. Ensuite, c'est à toi de jouer. Lorsqu'on est détaché, c'est montrer à l'enfant que finalement, le résultat dépend de lui. La posture, c'est vraiment important. Évidemment, rester toujours calme parce qu'avec nos enfants, il y a le côté affectif qui nous empêche de rester objectif, évidemment. On veut le meilleur pour nos enfants, on veut qu'ils réussissent, mais ça peut être en fait contre-productif finalement. Et le dernier conseil, lorsque on est en haut de l'escalier de l'apprentissage, hein, que je vous remontre ici, donc l'enfant, grâce à vous, comme vous pouvez le voir sur la marche intermédiaire, il réussit presque tout seul, ensuite il réussit tout seul. Et donc lorsque on a réussi à amener son enfant vers une forme d'autonomie, l'idée c'est de faire un point avec lui. À partir du moment où il y a des échéances qui arrivent, n'oubliez pas, hein, les échéances c'est par rapport à des objectifs précis, ranger sa chambre, préparer un contrôle, etc. Faut l'interroger, il faut lui demander quel est son plan, comment il compte s'y prendre, pour l'aider à y voir plus clair. Pourquoi? Parce que lorsque vous l'interrogez sur son plan, c'est-à-dire qu'il va formaliser lui-même sa méthode, son organisation, et s'il est capable de vous l'expliquer, c'est-à-dire que c'est clair pour lui.
On reprend encore le cas de ranger sa chambre ou de préparer un contrôle. Si un enfant est capable de vous répondre, bah c'est simple, en fait, 2 jours avant, je vais commencer à lire le cours. Ensuite, la veille, je vais faire des exercices simples. Et ensuite, je vais essayer de trouver un contrôle sur Internet pour essayer de le refaire avant le contrôle. Vous voyez qu'il a un plan. Donc vous voyez que c'est clair dans sa tête. Et à partir du moment où vous arrivez à transmettre toutes ces clés à l'enfant avec tout ce que je viens d'expliquer, ça veut dire que le résultat est au rendez-vous. C'est-à-dire qu'on est vraiment là dans du résultat concret de l'autonomie, sur de l'autonomie. L'enfant, il est capable d'anticiper tout seul. Il est capable d'avoir une lecture de la préparation de son contrôle. Il est capable de diviser en différentes étapes la manière dont il va s'y prendre. Et là, on a vraiment un enfant qui est autonome, qui est en route vers l'autonomie. Et plus largement, dans cette étape-là où vous allez demander à votre enfant quel est son plan, il ne faudra pas oublier de l'encourager et de s'appuyer sur tous les exemples d'autonomie que vous avez déjà mis en place. Pour résumer cette vidéo, la première chose à faire, c'est de comprendre que devenir autonome, c'est avoir un plan, avoir un objectif et passer par différentes étapes. Donc à vous de jouer. Hop hop hop, avant de quitter la vidéo, n'oublie pas, c'est le mois du numérique, donc abonne-toi à notre chaîne YouTube parce que c'est le mois où on balance du lourd. Merci d'avoir vu cette vidéo et si elle t'a plu, tu peux continuer à nous suivre sur nos réseaux sociaux et sur notre site. Sur notre site, tu y trouveras plein de ressources et tu pourras t'inscrire gratuitement à des classes virtuelles. Donc c'est le mois du numérique, on te dit à demain pour une nouvelle vidéo. À toi de jouer.